1er septembre. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience cet après-midi le président de la Fondation, Ismaïla Konaté. Avec le président de la République, les échanges ont porté sur la formation professionnelle des personnes handicapées. Il faut noter que la dite fondation intervient d'une part dans le domaine de la scolarisation des enfants handicapés et d'autre part dans l'emploi des personnes handicapées. Ismaïla Konaté, le président de la fondation, est au micro de Moussa Fane à sa sortie d'audience. C'est la première fois que je rencontre le chef de l'État en tant que président de la fondation Ismaïla Konaté. J'ai donc commencé par le féliciter, lui dire vraiment tout le souci que nous avons pour lui et lui faire des bénédictions, n'est-ce pas, pour l'avancée normale, n'est-ce pas, de notre pays, n'est-ce pas, qui, je suis convaincu, va sortir de l'eau. La Fondation attend un appui du président de la République parce que nous avons déjà fait d'énormes choses. Nous avons un centre de formation informatique pour aveugles dont la première promotion est sortie avant-hier. Nous avons un centre de formation aussi pour les jeunes filles, n'est-ce pas, pour la tresse. Nous avons un centre d'encadrement psychologique et social et surtout nous aurons un centre de transformation de produits locaux que nous avons confié au chef de l'État. Bref, d'une manière générale, nous avons confié l'ensemble de la promotion des personnes handicapées, parce que je suis quand même le doyen, de la promotion des personnes handicapées au chef de l'État. Nous savons tout ce qu'il a fait depuis son arrivée, n'est-ce pas, à la tête de l'État au profit des personnes handicapées de ce pays. C'est merveilleux et donc toutes nos félicitations pour ça. D'une audience à une autre, celle-ci est accordée par le Premier ministre au professeur Myron Mike Levin du Centre pour le développement des vaccins de l'Université de Maryland aux États-Unis d'Amérique. Le professeur est venu proposer un vaccin expérimental contre la fièvre Ebola. Écoutons Myron Mike Levin au micro de Fatoumata Kouni. Il y a un vaccin candidat qu'on a développé à l'Institut national de la santé des États-Unis. On a choisi, ça veut dire l'Organisation mondiale de la santé et des autres agences internationales, ont choisi deux unités pour évaluer le vaccin, deux unités en Afrique. Le centre le CVD Mali, le Centre pour le développement des vaccins du Mali, et une autre unité MRC Gambia à la Gambie. Cette reconnaissance de la capacité de la femme de CVD Mali qu'on l'a choisi pour l'évaluation. Toujours on a préoccupation parce qu'avec les maladies, l'épidémiologie, personne sauf le Dieu peut prévoir ce qui se passera. On doit faire des préparations. Le Mali a fait des préparations. Le Mali, du point de vue de vaccinologie, de prévention des maladies pour les vaccins, Mali, un pays pas riche, est un pionnier, leader. Le pays a introduit 5 nouveaux vaccins pour prévenir des infections terribles et sauver des vies. S'agissant du virus Ebola, adopter des mesures d'hygiène comme par exemple se laver les mains au savon constamment. Et nous avons ce communiqué de presse, la crise d'Ebola sur le continent au centre d'une réunion du comité des représentants permanents COREP à Addis Abeba ce lundi 1er septembre. Les ambassadeurs se sont penchés sur le sujet au regard de l'urgence de la situation sur le continent et surtout dans les pays touchés. Après des échanges fructueux, le COREP a jugé nécessaire d'harmoniser les actions pour faire face au fléau. Il a en outre souligné la nécessité d'une assistance directe aux États affectés. Les ambassadeurs proposent de mettre un accent sur la communication et la mobilisation des ressources financières. Enfin, il a été convenu de convoquer une réunion d'urgence du Conseil exécutif élargi au ministre de la Santé le 8 septembre à Addis Abeba pour adopter une position commune afin d'apporter une réponse collective à l'épidémie Ebola. C'est ce que nous signale notre correspondant à Addis Abeba,
Alassane Djambeli. L'actualité, c'est la tenue des pourparlers intermaliens deuxième phase à Alger. Et beaucoup de courriers nous ont été adressés ici à la rédaction. Il s'agit du réseau des historiens géographes du Mali, de l'association Ce Mali-là et de la coalition de soutien aux actions gouvernementales de Moussa Mara. Tous expriment leur soutien total au gouvernement du Mali et exhortent le peuple malien, la communauté internationale à un accompagnement actif de ce processus pour l'acquisition d'une paix définitive au nord du Mali. Démarrage d'une formation des agents de santé sur les mutilations génitales féminines. Cette rencontre qui concerne les gynécologistes obstétriciens des pays de l'espace UEMOA a pour but de renforcer les capacités des services nationaux de santé dans la prise en charge et la réparation des séquelles causées par les MGF. L'initiative est de la commission de l'UEMOA, section développement humanitaire, nous dit Fatoumata Kone. Les séquelles des mutilations génitales féminines, le sujet est au centre des échanges entre les gynécologues de l'espace UEMOA. Cette rencontre sur la problématique de ces lésions vise à renforcer les capacités des participants. Le choix porté sur le Mali répond à un souci de susciter la mise en place de centres de référence pour la prise en charge des MGF dans les États membres et de faire bénéficier aux femmes les plus démunies une prise en charge médicale dans un contexte où les mutilations génitales féminines demeurent toujours un problème de santé publique au Mali, avec une prévalence de 85,6%. Cette session est la troisième d'une série de formations initiées par l'UEMOA. Il y aura des thématiques sur les violences faites aux femmes. Les chartes et textes ratifiés dans l'espace UEMOA seront également débattus. Elle contribuera à augmenter non seulement le nombre des agents de santé aptes à offrir des soins et à former leurs homologues, mais aussi à traiter les filles et les femmes qui ne cessent d'en souffrir dans leur corps et dans leur âme. Les participants à cette rencontre sont venus des 8 pays de l'espace UEMOA. Retournons à la primature avec la tenue cet après-midi d'une réunion interministérielle sur le virus Ebola. La réunion a fait le point de la prévention et a adopté de nouvelles stratégies pour faire face à l'épidémie au cas où. Compte rendu, Cheikh Oumar Sangari. Le Mali n'a pas enregistré de cas de maladie à virus Ebola. C'est là grâce aux mesures préventives qui ont été prises depuis le début de cette crise sanitaire qui secoue l'Afrique de l'Ouest. Les autorités n'attendent pas pour autant baisser la garde. Aujourd'hui, ce dispositif a permis que le Mali soit épargné de cette pandémie. Et nous devons faire en sorte, au moment où justement la crise atteint un degré significatif de gravité, de renforcer notre dispositif de manière significative afin que cette efficacité qu'il a démontré, que cette efficacité puisse toujours être là, être constatée, et en même temps rassurer nos compatriotes pour que des comportements qui confinent à la panique puissent être évités. La vigilance est donc de mise avec un accent particulier sur la communication et la sensibilisation des populations. Il était question au cours de cette réunion notamment des aspects de communication, de sensibilisation. Nous avons décidé d'intensifier la communication. Vous le voyez, nous avons élaboré un dépliant qui sera diffusé de la manière la plus large possible. Nous allons nous appuyer sur la télévision, sur les radios de proximité dans toutes les langues du pays afin de toucher l'ensemble de nos compatriotes pour les informer sur les risques qu'ils peuvent encourir en ayant certaines pratiques. Il s'agit de faire comprendre aux musulmans, aux croyants au-delà des musulmans, particulièrement les musulmans, que c'est fait partie de ces maladies dites épidémiques, des maladies du vent, entre griffes ce terme, c'est-à-dire des maladies que l'air, le vent peut transporter. Alors là-dessus, le Coran il est très clair, c'est même pas une question de principe personnel ou d'école, c'est que ceux-là qui sont sujets à ces maladies dites du vent doivent rester, ne pas apporter la contamination. Et ceux-là aussi qui ne sont pas contaminés doivent
éviter d'aller à des endroits où ces maladies sévissent. La rencontre a été mise à profit pour expliquer aux Maliens pourquoi nos frontières restent ouvertes avec des pays voisins déjà touchés par la maladie. Nous avons aussi évoqué la question de la fermeture des frontières. Vous le savez, le Mali n'a pas fermé ses frontières, contrairement à d'autres pays qui sont à proximité de pays qui ont eu des cas avérés. Donc il sera question d'expliquer pourquoi. Parce que ça n'est pas quelque chose qui est prévu dans les règlements sanitaires de l'OMS et parce que nous considérons que nous avons mis en place à nos frontières un mécanisme qui permet de prévenir la menace. Vous l'avez vu notamment à l'aéroport de Bamako, tout passager qui entre au Mali est contrôlé à travers un dispositif de caméra thermique qui permet d'évaluer sa température et donc de savoir s'il est atteint de fièvre. Le gouvernement reste déterminé à faire tout pour éviter une infiltration de la maladie à virus Ebola au Mali. La mobilisation de tous et de chacun est nécessaire pour l'accompagner dans cette mission. Sur un tout autre plan, des Maliens de Libye regagnent Bamako. À leur arrivée, ils ont été accueillis par les autorités maliennes. C'était hier dans la soirée. Ces retours rapides au pays est dû à la récurrente situation d'insécurité en Libye. Adama Koulibaly, reportage. Des Maliens vivant en Libye sont rentrés au pays de leur volonté. Ils sont une vingtaine arrivés à bord d'un car de la compagnie Sonef. Ils ont préféré regagner le bercail à cause de la situation d'insécurité en Libye. Leur retour a été encadré par le gouvernement. Nos compatriotes qui y sont, on leur a demandé pour tous ceux-là qui voudraient rentrer, ils sont les bienvenus chez eux. Ils sont les bienvenus au Mali. Ces rapatriés pour ce voyage ont fait le trajet Tripoli-Bamako via le Niger. Parmi eux, certains remercient le gouvernement de son soutien, d'autres se soucient de leurs frères et sœurs qui n'ont pas encore réussi à sortir de cette situation en Libye où, selon eux, des gens meurent en longueur de journée. Je m'appelle Kanté Bandjougou. Nous sommes bien arrivés, mais vraiment en Libye, ça a été vraiment catastrophique puisqu'il y a la guerre. Donc tout le monde s'est cherché. On a pu vraiment chercher l'ambassade du Mali pour vraiment faire les laissez-passer pour venir au Mali. Le gouvernement s'est dit prêt à protéger tous les citoyens maliens vivant à l'extérieur. Le gouvernement du Mali, dans son souci d'assister les Maliens où qu'ils soient, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de faire la promotion des Maliens de l'extérieur où qu'ils soient, de défendre leurs intérêts où qu'ils soient, de les protéger où qu'ils soient, a décidé de mettre en place une commission de crise. Les rapatriés de Libye, avant de pouvoir spécifier la destination de tout un chacun, seront sous protection des services en charge de l'humanitaire. Nous ouvrons à présent le premier numéro de la série de dossiers consacrés au premier anniversaire du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, au pouvoir. Ce soir, nous faisons un zoom sur le secteur de l'agriculture. Cette année, le Mali s'attend à une production de plus de 7 millions de tonnes de céréales et 600 000 tonnes de coton-graines. Un défi certes énorme, mais qui n'inquiète pas les producteurs grâce aux engagements du président de la République, au nombre desquels l'allocation de 15% du budget national au secteur rural et la réduction du prix des intrants agricoles. Le sac de l'engrais est passé de 12 500 francs CFA à 11 000 francs CFA. Le dossier est réalisé par Mohamed Jarrah. Je réitère ici notre engagement à doter le secteur du développement rural de ressources adéquates en y affectant 15% du budget national. De manière absolument volontariste. Madame la ministre des Finances, vous ferez en sorte en tout cas de plier pour arriver à ça, par tous les moyens. Je reste convaincu que le maintien de l'agriculture, de la politique de subvention aux intrants agricoles, assorti des mesures de bonne gestion, peut améliorer de façon significative la production et la productivité agricole, générer des ressources, des revenus décents pour les producteurs et subséquemment contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural. Et nous décidons que le prix d'achat des intrants sera de 11 000. 11 000.
Loin d'être une simple déclaration d'intention, cette volonté, cette instruction du président de la République est appliquée à la lettre sur le terrain. Le projet présidentiel ambitionne de donner espoir à environ 85% de la population active qui tire l'essentiel de ses revenus de l'agriculture et du coup assurer le bien-être des Maliens. Cette décision du chef de l'État d'affecter 15% du budget à l'agriculture est qualifiée d'historique par les producteurs. Le budget de l'agriculture était à 10%. Le président a augmenté à 15%, qui était très bienvenu et très bien reçu dans le secteur de l'agriculture. Il fait plus que Maputo. Maputo 2003 c'était 10%. C'est vrai que de 2003 à aujourd'hui, on a atteint, quelquefois on a dépassé. Mais également c'est en dents d'ici. Cette année nous sommes à 9,6. Mais l'annonce vraiment de 15%, c'est extraordinaire. Ces mesures ont déjà eu des incidences positives sur les sous-secteurs de l'élevage et de la pêche. Et par rapport à l'élevage, parce que j'ai dit que le budget total pour la subvention, ça fait 40 milliards. Et sur les 40 milliards, 35 milliards sont désignés sur l'engrais et les semences. Et le reste des 5 milliards, ça c'est sur l'élevage. Ça veut dire que c'est la première fois qu'il y a l'élevage qui a été subventionné. Il a amené 125 000 doses de semences pour l'insémination pour les éleveurs. « 125 000 doses, c'est énorme. C'est-à-dire que progressivement, le cheptel malien va être amélioré au bénéfice des consommateurs. Et je gage que notre économie va s'en ressentir heureusement et que tout ce que nous avions en moins-value va être rattrapé. Autre motivation de la décision du président de la République, celle de contribuer à l'avènement d'un Mali où chaque citoyen pourrait disposer de nourriture en qualité et en quantité. Les mesures d'accompagnement qui ont suivi la décision du président du Conseil supérieur de l'agriculture ont été fortement ressenties par les producteurs à la base. Les engrais ont été donnés à temps et au prix de 11 000 francs CFA le sac. Les engrais, on les a eu à temps. Et le prix vraiment, c'était vraiment abordable cette année. C'était à 12 500, c'est devenu à 11 000. Donc on ne peut que féliciter le gouvernement pour ça. La campagne 2014-2015 à notre niveau, ça se démarre très bien. Puisque déjà on a eu au moins une subvention de la Direction nationale de l'agriculture qui nous a donné au moins 4 000 tonnes d'engrais organiques. Par rapport aux engrais, je remercie vivement le président de la République pour nous avoir accordé encore un rabais au niveau du prix du sac d'engrais. Et cela a été un engouement pour tous les paysans, surtout en zone office riz-Ségou. Nous sommes ici à Samako où nous avons rencontré des producteurs qui ne cachent pas leur satisfaction en ce qui concerne les faveurs mises en œuvre pour la campagne agricole en cours. Aujourd'hui, grâce à l'initiative présidentielle, ces derniers s'attendent à un rendement nettement meilleur à celui de la campagne écoulée. L'année passée, j'ai fait 2 hectares. Mais cette année, avec l'aide là, vraiment, j'ai pu faire 4 hectares de maïs. Ce que le président a fait, ça a été une bonne chose, puisque en diminuant les intrants, ça facilite d'agrandir au moins les surfaces. Donc quand on agrandit les surfaces, la production aussi augmente. Pour cette campagne 2014-2015, les objectifs affichés par les autorités au plus haut niveau sont clairs. Produire plus de 7 180 000 tonnes de céréales, 600 000 tonnes de coton graines, 132 346 tonnes de niébé, 85 000 tonnes de poissons, entre autres. Nous comptons sur 600 000 tonnes. C'est notre prévision de récolte de coton graines. Nous visons 2 millions de tonnes de céréales sèches, maïs, mil sorgho. Ce qui nous a aussi facilité cette tâche, c'est que le gouvernement a joué pleinement sa partition. Parce que le gouvernement a décidé de subventionner un peu plus fortement les intrants agricoles cette année. Ce rabais du coût aux producteurs a énormément facilité la tâche d'apporter un peu plus d'intrants au niveau des paysans. Dans les casiers rizicoles, les champs fleurissent d'espérance et cela augure d'une bonne campagne agricole. À ce jour, quand nous faisons le point, nous sommes à 99% des réalisations de semis et surfaces emblavées.
En perspective, la politique agricole du Mali sera orientée vers les exploitations agricoles familiales. L'argumentation est que sur les 805 000 exploitations familiales agricoles, 80% sont des petits producteurs. À terme, il s'agit pour notre pays de passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture d'entreprise. Et pour faire de ce rêve une réalité, il faudra tourner dos à la houe et s'orienter vers la mécanisation agricole. On sait tous que la petite agriculture, avec la petite houe, la petite daba, ne peut pas nous permettre à terme de nourrir les Maliens en qualité et d'exporter. Et donc son engagement, il engage le gouvernement, en tout cas à travailler, à moderniser, à équiper. Et nous allons élaborer un grand programme de mécanisation, de motorisation qui doterait en tout cas un nombre important de nos producteurs en tracteurs motoculteurs. La mécanisation maîtrisée est obligatoire parce que nous ne pouvons pas continuer évidemment avec la force physique seulement à faire progresser l'agriculture. Pour booster le secteur, vraiment nous encourageons le gouvernement à faire encore mieux car nous les femmes, nous sommes un peu démunis. Il n'y a pas de miracle. Nous ferons en sorte de faciliter l'acquisition de ces machines agricoles, Inch'Allah. Pour renforcer de façon durable les performances actuelles de notre secteur agricole, afin de le sortir de cette vicieux de la précarité, nous devons continuer à promouvoir l'agriculture familiale tout en nous ouvrant de plus en plus et de mieux en mieux à l'agrobusiness. La cadence doit donc être maintenue et même accélérée pour que le Mali soit un pays émergent et exportateur à l'horizon 2018. La finalité est d'asseoir la sécurité et la souveraineté alimentaire. Demain, retrouver un autre dossier sur l'an 1 du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, dossier entièrement consacré aux différents chantiers de développement amorcés par le chef de l'État et son gouvernement. Autre grand titre de ce journal, l'inauguration dans la Venise malienne du village artisanal de Mopti. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a coupé le ruban symbolique de ce village qui a coûté plus d'1 milliard de francs CFA. L'édifice bâti sur plus de 2 hectares se dresse entre Mopti et Sévaré. Moustapha Doumbia nous présente ce joyau architectural. Bâti sur une superficie de plus de 2 hectares, le village artisanal de Mopti est composé d'un bloc administratif, d'une salle informatique équipée de 2 blocs de boutiques et de 2 blocs d'ateliers de production. Il est mis à la disposition des 5 839 artisans répertoriés de la région de Mopti, répartis entre divers corps de métiers. Voudrais-je, au nom des artisans de Mopti et celui de tous les artisans du Mali, vous dire merci. À mes collègues artisans de Mopti, prenez soin de ces joyaux pour lui donner toute sa plénitude. Le village artisanal de Mopti est financé sur le budget national à un peu plus d'1 milliard 758 millions de francs CFA. Le village artisanal de Mopti se justifie par le dynamisme et la diversité de son offre artisanale et touristique de la 5e région. L'artisanat joue un grand rôle dans la vie économique, sociale et culturelle du Mali. Il représente 40 à 46% de la population active. L'inauguration du joyau architectural par le président de l'Assemblée nationale traduit l'engagement des autorités à faire de l'artisanat un pilier du développement économique. Notre présence à Mopti aujourd'hui vise simplement à illustrer notre engagement personnel, celui de la représentation que nous sommes et celui des autorités du Mali pour faire de l'artisanat un pilier de relance. Après la coupure du ruban symbolique, le président et sa délégation ont eu droit à une visite guidée du village artisanal. Quittons Mopti pour Ségou, les travaux des États généraux de la santé ont pris fin. Durant 3 jours, les participants des régions de Ségou, Sikasso et de Mopti ont échangé sur plusieurs questions relatives, entre autres, à l'offre des soins de santé de qualité et la gestion des urgences. Le reportage de Amaguiré Ogobaradolo. C'est au nom de plus de 8 millions de citoyens des régions de Sikasso, Ségou et Mopti
qu'un collège de 100 acteurs responsables a posé le diagnostic, proposé des solutions appropriées et formulé des recommandations aux initiateurs des États généraux de la santé. La vaccination, les centres de santé communautaires sont les plus utilisateurs de ces vaccins. Mais ce qu'on a constaté, qu'il y a une rupture énorme de ces vaccinations, surtout le BCG. L'enfant peut atteindre 1 an et même plus sans avoir le BCG. Mais les points les plus chauds étaient la répartition du personnel de santé sur l'étendue du territoire, tel que le cas spécifique des sages-femmes, dont la majorité se trouve à Bamako. Ensuite, l'application de l'AMO pour que les gens puissent adhérer encore. Il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Les travaux présidés et animés par les jurés citoyens ont au devers des constats proposés, des solutions adaptées. Les autorités régionales de Ségou et le Comité national d'orientation des États généraux de la santé ont salué cet effort individuel et collectif à la fois des participants. Ces recommandations, j'en suis persuadé, seront d'un apport très utile et profitable pour les prochaines assises des États généraux de la santé au niveau national. Ainsi s'achève l'étape région des États généraux de la santé. Plus de 748 millions de francs CFA, c'est le coût du financement du projet appui aux moyens d'existence des communautés affectées par la crise qui vient d'être lancé à Gao. Objectif, renforcer les secteurs de l'agriculture et de l'élevage à travers l'appui de certains ménages vulnérables dans 5 communes de la région. L'initiative est de l'ONG Save the Children. De Gao, la correspondance de Boubacar Badli-Touré. Ce projet dénommé OFDA-FFP, qui vient d'être lancé à Gao par l'ONG Save the Children et ses partenaires, vise à appuyer les moyens d'existence des communautés affectées par la crise au Mali. Il consiste à soutenir les secteurs de l'agriculture et de l'élevage à travers la dotation de certains ménages vulnérables en semences, en aliments bétail et de l'argent en espèces. La composante agriculture consiste à appuyer 1100 ménages en semences améliorées, Nerika et Kaugen. Il y a aussi l'appui en aliments bétail qui consiste donc à aider les ménages agro-pastoraux à sauver les petits bétails qu'ils ont dans la maison. Nous appuyons dans ce que nous appelons le cash transfert. Ce sont 17 000 francs par ménage qui va les permettre donc de se prendre en charge en attendant donc les prochaines récoltes. Financé à plus de 748 millions de francs CFA, ce programme va couvrir les communes de Gabero, Gounzourey, Soni Alibert, Taboy et Bourem. Il va non seulement augmenter la production agricole et animale de ces ménages vulnérables, mais aussi assurer une provision alimentaire pendant la période de soudure. Je voudrais saluer et remercier très sincèrement Save the Children pour cette initiative qui n'est une réponse aux besoins quotidiens de nos populations vulnérables de notre région. Auparavant, le Club des enfants de Sosokoira ont, à travers un sketch, évoqué la problématique de la sécurité alimentaire et la protection des enfants. Ce programme durera 12 mois. Passation de commandement, le 81e régiment mixte de Sikasso a un nouveau commandant. La cérémonie a eu lieu ce lundi. Le nouveau commandant Daouda Sagara est un officier de la 20e promotion de l'EMIA. Il succède au lieutenant-colonel Mamadou Massaoulé Samaké. La passation a eu lieu à la place d'armes du camp Tcheba de Sikasso. C'était ce lundi. Voilà, le nouveau commandant Daouda Sagara, qui est un officier de la 20e promotion de l'EMIA. Il succède au lieutenant-colonel Mamadou Massaoulé Samaké. Ici, à Bamako, l'Union nationale des boulangers et pâtisseries du Mali sont réunis à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, échanger en vue de mettre à la disposition du consommateur malien du pain de qualité et lutter contre l'installation de boulangeries clandestines. Ce sont quelques préoccupations évoquées au cours de l'Assemblée générale tenue à cet effet. Le reportage de Alpha Maïga. Qui d'entre vous n'a pas consommé une fois du pain ou acheter du pain pour sa famille? Qui parmi vous n'a pas dégusté un produit de pâtisserie? Et oui, les hommes et les femmes en charge du domaine se retrouvent à travers cette assemblée générale. Une assemblée générale mise à profit pour échanger sur certaines préoccupations qui touchent bien entendu le consommateur de pain. Ce que nous voulons exposer à l'État malien,
c'est de leur demander de nous donner les 50 kilos honnêtes. Pour faire du bon pain, il faut de la bonne farine, les matières premières surtout. Autre sujet évoqué, la question de boulangerie clandestine. Tous ces problèmes ont été dénoncés au sein du gouvernement, plus précisément la DNCC. Vraiment, ils ont fait beaucoup de choses, mais ça reste beaucoup de choses à faire aussi. Aujourd'hui, l'Union nationale des boulangers et pâtisseries du Mali s'est fixé un objectif. Il s'agit tout simplement de mettre à la disposition du consommateur malien du pain de qualité. Voilà une réunion de l'Union nationale des boulangers et pâtissiers du Mali. Et nous avons ce communiqué. La Convention nationale pour une Afrique solidaire Faso RR, Sénas Faso RR a reçu à son siège une délégation du parti Les Forces alternatives pour le renouveau et l'émergence, phare Ankawili, conduite par son président. Les deux délégations ont échangé sur les grandes questions d'intérêt national et ont constaté une forte identité de vue sur les impératifs de l'affermissement de la démocratie au Mali. Les deux partis ont décidé de mettre en place urgemment un cadre de réflexion en vue de matérialiser et de donner corps à leur partenariat. Et nous arrivons à la chronique santé du jour. Elle nous parle de certains aspects du travail de l'orthophoniste. L'orthophoniste est un spécialiste paramédical qui traite les troubles spécifiques du langage, de la parole, de la voix ou de la déglutition. Dans ce reportage, il est question de la prise en charge d'une personne qui a perdu la parole après un accident vasculaire cérébral et d'enfant qui a 3 ans. Focus Santé, une réalisation de Jessera Damé. Ah, ça s'appelle le pigeon. Scène pathétique dans le bureau d'un orthophoniste, un haut cadre de banque en séance de rééducation et qui n'est pas capable de lire correctement le chiffre 14, de citer les 7 jours de la semaine ou les lettres de l'alphabet jusqu'à F. Il y a 1 an de cela, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral ayant provoqué chez lui une aphasie. Quand vous voyez ce monsieur, il est tout à fait normal du point de vue physique quand vous le voyez. Ce monsieur, il a des difficultés par rapport à son stock lexical. Il n'arrive pas à accéder à ces mots. Il connaît les mots, mais il n'arrive pas à les prendre, il n'arrive pas à les puiser dans son stock lexical pour pouvoir dénommer un objet. Donc ça doit être fluent, ça doit être automatique. Je te montre l'image du chien, tu dois pouvoir dire c'est le chien. Donc les chiffres sont compliqués pour lui. Au lieu de dire 25, il ne peut pas dire 25, il ne peut pas lire, il a des difficultés de lecture aussi, des difficultés même pour écrire. C'est vrai qu'une pareille perte de la parole peut être due aussi à une atteinte du cerveau liée à une tumeur ou à un accident de la voie publique. En plus du suivi régulier de sa tension artérielle, notre patient qui préfère garder l'anonymat réapprend à écrire, à lire et à compter chez un orthophoniste. On utilise le matériel orthophonique. C'est un matériel conçu uniquement pour ce genre de cas, puisque c'est le cerveau, on travaille avec le cerveau, on joue avec le cerveau, on stimule le cerveau à travers ces activités-là. Nous avons les imagés, par exemple, les imagés. Tout ça, ça permet à la personne, de se souvenir de l'image de l'objet et de pouvoir dénommer cet objet-là ou cette image-là. En fonction des lésions et de la précocité de la prise en charge, certains patients arrivent à récupérer. L'orthophoniste prend également en charge le retard de parole et du langage qu'on rencontre chez les enfants. Vous allez voir chez ces enfants qu'ils sont incapables de dire Moussa. C'est certain. Au lieu de dire Moussa, ils disent Mouta. Au lieu de dire gâteau, ils disent dato. Au lieu de dire crocodile, ils disent totodile. Ça devrait s'améliorer. Les parents croient que ça va s'améliorer dans le temps. Il y a certains cas qui s'améliorent, mais certains cas, il faut y en suivre. Ici, ça dépasse 4 ans ou 3 ans et demi, il faut s'inquiéter. Ces problèmes de retard de langage et de la parole prennent souvent source à la maternité. Les difficultés sont liées à la naissance, au moment de l'accouchement. L'accouchement peut être difficile. Quand l'accouchement devient difficile et que l'enfant n'a pas crié à la naissance, on le réanime même 1 seconde, il faut être sûr que l'enfant aura des problèmes d'élocution si on ne prend pas tout en charge. Il peut y avoir encore au moment autour de la famille. Donc, papa est tout le temps absent,
maman ne donne pas trop de temps à l'enfant, maman le laisse à la bonne, il part à la crèche ou bien il part au travail. Donc ça fait que l'enfant n'est pas dans un bain langagier. Donc ça fait que l'enfant, au lieu de parler à 1 an, l'enfant va prendre 1 an et demi pour parler. Le retard de la parole et du langage peuvent se retrouver chez la même personne. Seul un bilan chez un orthophoniste peut permettre de mesurer les besoins en matière de rééducation. Voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Bonsoir.